Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Question, hein, moi ça me dérange pas. 9h26, merci d'être avec nous pour ce livre très étonnant, très émouvant et passionnant. Ça s'appelle « Ce corps n'était pas le mien » aux éditions First. Béatrice Denas est avec nous, journaliste indépendante, née Bruno. Voilà, Oui. Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Oui, vous étiez Bruno, vous êtes Béatrice depuis un an maintenant. Alors c'est un incroyable bouleversement. Hein. Une transition tant Oui, attendue. parce que c'est une transformation quand même difficile à imaginer il y a quelques années. Hein. Après une vie d'homme bien remplie, devenir une femme avec toutes les conséquences que cela peut avoir quand on a une famille, une vie professionnelle. Des enfants. Ce n'est pas évidemment pas anodin, ça reste exceptionnel à plus d'un titre, parce qu'il y a opération chirurgicale que vous racontez dans ce livre pour une vraie transformation. Hein, c'est voilà, ça existe. Il y a eu une décision et intervention à plus de 60 ans. Pardon de donner l'âge, mais Pas de souci. non, mais bien sûr. Mais c'est à Mais souligner parce que c'est quand même voilà. Et puis être en mesure d'assumer et de s'assumer par rapport à toutes ces relations sociales, professionnelles et familiales. Alors, avant de nous raconter tout ce que vous avez traversé depuis votre enfance, que vous racontez dans votre livre, comment et quand avez-vous pris aussi la décision de passer à l'acte, quoi? Alors, en fait, c'était, j'allais dire, c'est un peu la crise de la cinquantaine. Bon, il y en a qui changent de femme à ce moment-là. Moi, c'est là que je commençais vraiment à me poser des questions en me disant, bon, a priori, je suis plus près de la fin que du début de ma vie. Je suis dans un corps qui n'est pas mon corps, enfin qui n'est pas le corps qui aurait Dans dû lequel être. je me sens en fait. à l'aise. Voilà. Depuis quasiment ma naissance, j'ai toujours eu un esprit féminin et un corps qui était masculin, qui m'a fait souffrir toute ma vie. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pas du tout envie de mourir. Alors, on va dire, c'est pas très sympa de penser à ça. Mais oui. Mais j'ai pas envie de mourir dans le corps qui n'est pas le mien, en fait, qui n'est pas le bon. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne une décision, même. Puis surtout, c'est aussi dans ces années-là, avec l'arrivée d'Internet aussi, que j'ai enfin réussi à mettre un nom sur ce que je vivais depuis mon enfance et pour lequel j'étais vraiment incapable de comprendre. Je me posais question, est-ce que c'était une perversité? Est-ce que je suis un monstre? Oui, parce que vous vous habillez parfois en femme, Oui, tout à en fait. petite fille, Exactement. mais chez vous, caché, quoi, bien sûr, voilà, ou des sorties extrêmement discrètes, quoi. J'ai passé une vie vraiment, une deuxième vie cachée en fait, une vie À parallèle. mentir, de cachée. mensonges. Alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'en fait, j'ai jamais su mentir en fait. En règle générale, vous allez me dire, vous avez menti toute votre vie. Pour moi, c'est pas un mensonge, c'était une omission et surtout une incompréhension, parce que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Donc, comment l'expliquer si je ne comprends pas? Et puis en plus, bon, je suis d'une génération née dans les années 50, où en fait, on se confiait pas vraiment à nos parents. Hein. C'est vrai que j'avais un père qui était très autoritaire, très sévère. Jamais j'aurais osé lui parler de mon mal-être, en fait. Et une maman, en revanche, qui était adorable, qui était vraiment très psychologue, qui avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sauf que je pense que j'osais pas lui faire de la peine en disant ce que je ressentais. C'est-à-dire, elle m'a vraiment... Bon, et malheureusement, mes parents sont décédés assez jeunes, mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé, en tout cas, pour essayer de me sortir de ce renfermement que j'ai vraiment vécu, j'allais dire, dès 4, 5, 6 ans, des instants où je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un truc qui clochait dans ma vie et que je n'étais pas, j'étais pas la personne que j'aurais dû être, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, après, hein, pour que les auditeurs comprennent bien, avant de lire votre livre, vous vous êtes marié. Et donc, vous avez eu une femme, quoi. Et là... Que j'ai toujours. Et des que enfants. vous avez toujours, Et des bien sûr. enfants. Et des enfants, et aujourd'hui des petits-enfants. Et évidemment, mais vous ne lui avez pas dit pendant toutes ces années. Vous lui avez quand même caché, quoi. Alors, oui, ça c'est vrai, je lui ai caché, mais un peu comme, encore une fois, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, donc je sais pas si c'est peut-être un réflexe de journaliste, hein, j'en sais rien, mais quand on sait pas, on n'ose pas en parler, ou en tout cas quand on sait pas, on cherche, on dit pas, on cherche, ce qui était vraiment la quête de toute ma vie, avec en effet des moments très compliqués. Et quand vous dites, en effet, j'ai eu une femme, c'était vraiment, en quelque sorte, ma planche de survie, en fait. Parce que adolescent, évidemment, c'était super compliqué. Hein. Bon, c'est là, on parle des hormones qui se réveillent, etc. Bon, pour moi, c'était vraiment très compliqué, parce que j'arrivais pas trop à me situer. De savoir vers qui vous étiez attiré, les hommes ou les femmes, C'est-à-dire que ça je n'étais pas attiré par les hommes, ça c'est vrai. J'étais attiré par les femmes, mais j'étais aussi attiré par les femmes parce que je les enviais, parce que je les regardais. Souvent, je dis en plaisantant, j'ai jamais autant regardé les femmes, sauf que bon, les mecs,
regardent les femmes en général en rêvant de les avoir dans leur lit. Moi, je regardais les femmes parce que je les enviais. Je me disais, bon, comment elle vit, elle, qu'est-ce que j'aimerais être comme elle. Voilà, vous pensiez femme, quoi, en fait. Complètement. Vous étiez garçon, mais vous pensiez fille, quoi. Complètement, complètement. Vous étiez choqué dans des réunions de garçons où on a tendance à être un peu balourd et de dire un peu n'importe quoi? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, justement, je n'ai quasiment jamais été, je suis jamais allé quasiment dans des réunions de garçons, en fait. Et c'est vrai que j'avais... non, mais ça aurait pu être au bureau, ça peut être... Oui, alors oui, bon, ça c'est vrai que ça, côté balourd, sur des blagues un peu lourdes, macho, c'est vrai que j'ai toujours détesté ça. Je ne me sentais pas bien dans cette situation. Et de fait, c'est vrai que j'ai toujours eu d'ailleurs quasiment plus de copines ou d'amis IES que d'amis IS. Non pas que je méprise les hommes ni quoi que ce soit, mais je me suis tellement toujours senti bien avec elle, le fait de discuter, même quand j'étais ado, enfin même jeune adulte, combien de fois je me retrouvais avec mes copines et on avait des grandes discussions, un peu comme, j'allais dire, après les adultes font des repas de copines, etc. etc. Ben, moi je l'avais vraiment vécu quand j'étais ado et jeune adulte, où bon, j'habitais Calais, on se retrouvait le soir sur la plage ou sur le sable où on pique-niquait, et en général il y avait une majorité de filles et je m'entendais vraiment bien et j'étais heureux à l'époque avec eux. Et là, Béatrice, bah, vous aviez envie d'être comme elle, habillée en robe, ce que vous faisiez en fait parfois. On va voir ça dans un instant, et on va voir aussi dans un instant, juste après une courte pause, que vous êtes allé jusqu'au bout, c'est-à-dire la transformation physique en fait aussi sexuelle. Il faut dire en fait les choses, soyons très clairs évidemment. Parlons vrai sur Sud Radio. On va voir ça dans un instant. Cécile de Ménibus. C'est un livre assez étonnant ce matin à 9h36. Ce corps qui n'était pas le mien aux éditions First. Béatrice Denas, journaliste indépendante, née Bruno, qui a changé de vie après 60 ans, qui a décidé de devenir madame. Et elle est avec nous ce matin. Et beaucoup d'appels, 0826 300 300 avec Philippe. Dans un instant, Philippe, effectivement, qui va prendre en fait la parole. Et puis on parlera de la transformation en fait sexuelle. Mais ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que pendant des années, donc vous rêviez de vous habiller en fille, vous l'avez fait en cachette, quoi, hein, et y compris quand pendant votre mariage, vous êtes toujours avec votre épouse, avec un carton caché en fait, que vous aviez des affaires féminines. Oui, en fait, d'ailleurs, ça avait commencé quand j'étais, je sais pas, à partir de 12 ans à peu près, parce que j'étais passionné de photos, donc je m'étais installé mon petit labo photo. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, il fallait un agrandisseur et des produits chimiques et tout le reste. Alors déjà chez moi, j'avais ce labo photo, personne ne pouvait venir me déranger parce que si on ouvrait la porte, les photos étaient ratées. Et déjà, c'est là que j'empruntais des affaires de ma mère et que je me transformais. J'étais fille et j'étais heureuse, mais j'étais heureuse toute seule. Et puis, plus tard, en fait, notamment au lycée, où il y a quand même beaucoup de devoirs à faire, j'avais la bonne excuse, quand mes parents partaient le week-end à la campagne, je devais rester à la maison, et je faisais mes devoirs. Là aussi, j'empruntais les affaires de ma femme. Et puis après, en effet, notamment... De votre mère. Pardon. Et puis après, parce que je pensais déjà à la phase suivante, en fait, un peu plus tard, notamment quand j'étais adulte, quand j'étais marié, en fait, j'ai toujours eu mon petit labo photo et j'avais mes cartons avec mes produits chimiques et c'est là-dedans que je cachais parce que j'avais fini par acheter quand même des affaires dans les supermarchés, c'était à peu près anonyme quand je pouvais acheter des affaires de femmes. Et puis il y avait aussi le fait que je donnais des cours. Et notamment je donnais des cours à Bordeaux, donc je partais une semaine assurer une session à l'école de journalisme de Bordeaux. Et là le soir, j'avais emmené mes petites affaires aussi féminines et je sortais femme, j'aime pas dire en femme, je sortais femme dans les rues de Bordeaux. J'étais heureuse, j'allais au restaurant, voilà, c'était pour moi, c'est ce que j'ai appelé longtemps des sas de survie. Mais ça veut dire qu'on est obligé de s'habiller en femme pour se sentir femme ? Alors là, c'est aussi une bonne question à laquelle j'ai vraiment du mal à répondre parce qu'en fait... Parce que finalement, c'est un déguisement. C'est-à-dire qu'on les femmes aujourd'hui s'habillent en homme. Non, mais même nous, on s'habille en homme aujourd'hui. On met des costumes. Mais vous avez raison. Parfois, ça me gêne d'ailleurs. Alors, pas de répondre à ce type de questions que je trouve très intéressante, mais ça me gêne parce qu'en fait, on va me dire, mais oui, mais tu pars dans des stéréotypes, stéréotypes féminins, stéréotypes masculins. Oui, bien sûr, évidemment. Alors, certainement plus encore pour nous, personnes trans, qui n'avons pas eu la chance de naître, en effet, dans le bon corps.
Je sais qu'au début, notamment au début, où, quand je l'ai annoncé à ma femme, et puis quand elle m'a vu, elle me reprochait d'être trop féminine. Trop coquette. Trop coquette. Ouais. Bon, ça m'a fait plaisir, mais c'était un petit reproche en me disant, il faudrait que tu me donnes des cours de maquillage. Donc voilà, même ma fille, plusieurs fois, m'a dit, oh, franchement, t'es beaucoup plus féminine que moi. Et puis, je sentais que ça les gênait un peu, en fait. Et je comprends. Parce que là aussi, quand j'ai commencé véritablement, notamment avec ma famille, à en parler, j'étais un peu dans l'attitude aussi, je pense, d'une jeune fille un peu pubère, en fait, qui découvre sa féminité, même si, bon, moi, je la découvrais pas, mais je découvre sa féminité face aux autres, en fait. Et Qui l'assume totalement. Qui l'assume totalement et qui a envie peut-être de la prouver. Bon, voilà, c'est des questions que je me suis aussi posées, pour laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Pour moi, c'est pas du travestissement, parce que ça, pour moi, j'y tiens. C'est pour ça que je dis que j'étais femme et non pas en femme, même si je reconnais que j'adore mettre une jupe. Bon, je mets jamais de mini-jupe. Je cherche pas les excès, mais je cherche à être véritablement vous-même. Moi-même, voilà. Et je suis heureuse quand je suis comme ça. Oui. En tout cas, avec Philippe qui nous appelle des Bouches-du-Rhône, qui est avec nous. Fontvieille. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Oui. Bonjour. Philippe, votre question ou réflexion en écoutant Béatrice? C'est les deux. D'abord, j'en profite pour vous saluer et saluer toute la radio, puisqu'on se connaît, je suis déjà intervenu plusieurs fois. Ah bon, d'accord, ouais, très bien. Voilà. La revue PKB, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai été très troublé par le titre de son livre. Ouais. Parce que, bon, comme j'étais producteur et cinéaste pendant des années, j'avais produit un film qui s'appelait Apparence féminine. Ah, oui. Et là, j'ai été sur le site de l'éditeur où on peut avoir des extraits. À un moment, il dit « Je suis femme Ouais. ». Elle dit maintenant. Elle dit. Elle dit, voilà, parfaitement. Mais j'ai dit exprès au masculin pour commencer, vous voyez. Oui. Ah d'accord. Parce que ça me rappelait la chanson de Paul Naref, « Je suis un homme, quoi de plus naturel en femme », etc. Et je me pose la question, je pense qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette envie. Ouais. Moi, quand j'ai fait le film, j'étais plutôt sur le côté social, c'est-à-dire la misère dans laquelle étaient tous les gens d'un autre sexe. C'est-à-dire dès que vous n'étiez pas conforme à la morale normale. Alors ma question, c'était comment aujourd'hui est-ce qu'il a réussi à casser ces barrières avec toutes ces remarques et tous ces a priori où les gens, enfin c'est sexisme, racisme, etc., tout ce qu'on veut, où on n'a pas le droit de ne pas être comme les autres. Ouais. Béatrice. Alors, merci Philippe. Alors d'abord, je voudrais dire, c'est pas une envie, parce que vous avez utilisé le terme de envie. Pour moi, c'est pas du tout une envie. Enfin, c'est vrai que j'ai dit que j'étais envieuse des filles, mais c'est pas une envie. En fait, c'est irrépressible. En fait, inné. C'est inné. Voilà, c'est de naissance. Bon, on s'en rend pas compte évidemment le jour de sa naissance. J'ai attendu en effet 4, 5, 6 ans pour m'en rendre vraiment compte. Mais voilà, c'est pas une envie. Alors, la question que vous posez sur, j'allais dire l'entourage, en fait, le regard, quoi. Le regard, bon, c'est vrai que c'est ce que j'ai craint très très longtemps, en fait, le regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur, qui a fait peur d'ailleurs aussi à ma femme quand. Oui, parce que comment elle l'a accueilli, votre femme? Vous le racontez un peu dans le livre, mais. Il faudra que je réponde à Philippe, quand même. Oui, répondez à Philippe. Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai terminé avec la réponse de Philippe. En fait, bon, moi, honnêtement, alors peut-être que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu justement très tolérant, Ouvert. Très ouvert. J'ai pas eu vraiment d'acte transphobe. J'ai pas vraiment vécu ça. En revanche, j'ai vécu le mégenrage, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est insupportable. Je le raconte d'ailleurs pas mal dans le livre, notamment quand mes papiers n'étaient pas encore les bons. J'étais encore avec le prénom de Bruno, et notamment c'est la période où j'ai eu beaucoup à faire avec la santé. Excusez-moi. L'administration. L'administration, et notamment quand je faisais des prises de sang, quand j'avais des rendez-vous médicaux, et que avec ma carte vitale où c'était encore Bruno, et j'avais la délicatesse quand même de dire à la personne de l'accueil, si vous pouvez, quand je serai appelé, Béatrice, signaler voilà, que c'est Madame Denas ou Béatrice Denas, mais pas Bruno comme sur la carte vitale, ce serait sympa. Alors il y a des endroits où ça s'est très bien passé, et à d'autres endroits, moi je me souviens toujours, c'était laboratoire d'analyse médicale, dans la salle d'attente, l'infirmière qui arrive, Monsieur Denas, et tous les regards convergent vers moi. J'avoue que je me suis senti mal. Alors que vous étiez déjà effectivement en femme, quoi. J'étais déjà en femme, voilà, là ça se voyait. Et franchement, c'est là ça s'est reproduit plusieurs fois, et franchement, c'est là qu'on se sent mal. Le manque de bienveillance. Le manque de bienveillance, le manque d'attention. Cela dit,
je voulais, puis je me suis tellement senti mal que vraiment je me suis senti mal au moment d'ailleurs de la prise de sang, à tel point que je voulais le signaler à la directrice du labo. Elle a eu le bon réflexe, au moment où j'étais en train de taper mon mail, elle m'a téléphoné, parce qu'une de ses infirmières lui avait signalé ma situation, et le fait que vraiment je m'étais senti très mal, et en s'excusant, et en disant justement qu'elle allait revoir avec tout le personnel d'accueil, expliquer la transidentité, et expliquer, voilà, tout simplement que quand une personne a encore malheureusement des papiers d'identité qui ne correspondent pas à sa situation, qu'on l'appelle selon sa situation. Ouais. Et alors dans votre entourage très proche, en l'occurrence donc la famille, comment a-t-on réagi ? La famille, en fait, ma femme... Surprise, ça a été quand même, un choc énorme, forcément. D'autant que je m'étais dit, avant, si c'était le contraire, si c'était elle qui m'annonçait qu'elle se sentait homme, comment je réagirais ? Jamais un soupçon ? Est-ce que votre maman sentait des choses ? Elle, pas du tout. Pas vraiment, non, pas vraiment. C'est plutôt mes enfants, quand je leur ai annoncé, quelques années plus tard, parce que ma femme avait peur de leur réaction. C'est-à-dire, quand je leur ai annoncé, ils m'ont dit, écoute, vous nous avez appris la tolérance, l'acceptation des autres, la diversité. Franchement, fais ce que tu as envie de faire pour que tu sois bien, et nous, on te soutiendra toujours. Bon, ça, c'était des paroles, parce que c'est vrai qu'intérieurement, pour eux, ça a quand même été très compliqué. Bah oui. Parce que là, ils vous appellent toujours papa, quoi. Alors, ils m'appellent toujours papa. Ma fille a trouvé le biais, c'est que mes petits-enfants m'appellent Dada. Oui. Dada, oui, absolument. Ce que j'ai trouvé mignon, parce qu'en fait... ça n'a pas de genre, Ça n'a pas de genre. Donc, ils ne m'ont jamais appelé papy. Ça, c'était vraiment très bien. Et donc, ma fille a plutôt tendance à m'appeler Dada. Mon fils continue de m'appeler papa. Ouais. Bon, ce qui ne me gêne pas, ce qui me gêne parfois un peu en public, parce que je me dis, les gens vont se demander, voilà. Bon, mais pour lui, c'est vrai qu'il a reconnu que c'était compliqué, parce que, en effet, les relations père-fils, et il m'a dit, en fait, c'est vrai que j'avais senti quelque chose qui était étonnant. T'étais pas dans ce qu'on peut appeler vraiment l'hyper-virilité, enfin même pas virilité du tout, pas dans le machisme. Et c'est vrai que pour un petit garçon, c'est vrai que j'ai toujours détesté le foot, je suis désolé pour ceux qui aiment, et tout ce qui était sport de combat, voilà. Très très masculin. Très très masculin. Bon, là, on revient malheureusement dans des stéréotypes. Je suis d'accord, mais voilà, et il avait remarqué, puis surtout il avait l'impression que je préférais sa sœur. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que pour moi, mes deux enfants sont vraiment à égalité, je les adore l'un comme l'autre, mais je reconnais que j'avais une véritable... c'était très fusionnel avec ma fille. Mais là aussi, tout ça, je veux dire... La fascination du genre, en fait. S'explique, exactement, tout à fait. Allez, dans un instant, David sera avec nous, et puis on reviendra sur aussi la transformation physique, ce que je disais en fait tout à l'heure, sexuelle. Mais pas Béatrice Denas, ce corps n'était pas le mien, aux éditions First. Il est 9h50, merci d'être avec nous ce matin, toujours avec Béatrice Denas, journaliste indépendante née Bruno, avec ce livre incroyable, Ce corps n'était pas le mien, aux éditions First. Alors on a beaucoup d'appels au standard, mais on va revenir juste avant sur le... David, peut-être. Oui, David. Okay. La transformation sexuelle, mais c'est vrai que après David, parce que sinon nous n'aurons plus le temps pour aller jusqu'à 10h. David, bonjour. David, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Bon. Vous avez entendu Béatrice. Que pensez-vous en fait de ce choix, justement, d'être capable de s'assumer ? Alors moi je crois que c'est pas un choix déjà, et je voulais donner toute mon admiration à Béatrice pour le courage qu'elle a d'être aujourd'hui à l'émission avec un livre où elle témoigne, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté, excusez-moi, ça peut faire un petit peu phénomène de foire, ça fait un petit peu rigoler les petites anecdotes de comment vous aviez su que vous étiez dans ce chemin-là. Mais il faut savoir qu'il y a des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui se sentent dans le même chemin qu'elle. Absolument. Et qui ne sont pas encore clairs avec eux-mêmes. Il y a beaucoup de jeunes dépressifs. Et qui ont besoin de référents. Et je trouve qu'elle a eu du courage d'arriver au bout de la démarche avec la transformation physique qui va avec. Parce que moi j'ai l'expérience d'avoir eu une relation, parce que je suis quelqu'un de bisexuel. Et j'ai rencontré un homme de 20 ans qui se sentait femme à l'intérieur de lui, qui était en rupture familiale avec sa famille, parce que sa famille l'a rejeté, qui habitait à La Réunion, Lille, qui est venu en métropole faire ses études parce que justement il était exclu. Et il y a beaucoup de souffrance derrière ce chemin. Et j'ai à mon admiration, Béatrice, bravo de le dire. Et même si on en parle avec humour, et même si c'est vrai que ça interpelle encore les gens, bien sûr. Parce que ça pourrait paraître honteux pour votre entourage. J'imagine que votre entourage, parce que vous avez un entourage tolérant, vous l'avez dit, mais malgré tout, ça reste une épreuve pour les enfants. Vous avez vécu le plus lourd.
C'est vous qui avez fait le plus lourd chemin et vous n'avez pas à avoir de compassion vis-à-vis des autres qui pourraient souffrir à cause de ça parce que c'est vous qui avez souffert. Et nous, la société vous doit le respect et elle vous doit la reconnaissance de ce que vous êtes parce que vous l'avez toujours été femme en fait, je pense. Ah, tout à fait. Et quand on vous dit quel a été votre choix, je trouve que c'est presque méprisant, cher animateur. Je vous le dis avec amour. On n'est pas éduqué. Je pense qu'un transgenre, on n'a pas de choix en faire. Non, mais c'est bien sûr. Non, mais c'est le choix de prendre cette décision et de l'annoncer et de faire. Je crois que c'est pas un choix. Et je lui pose la question. Vraiment, est-ce qu'elle aurait pu le faire plus tôt? Pourquoi elle l'a pas fait plus tôt? Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire comme conseil aujourd'hui à un auditeur, une auditrice, qui se ressent dans son chemin et qui a du mal à avoir ce courage-là? Alors d'abord, merci David. Oui, un grand merci David. Pas plus tôt, tout simplement parce que d'abord j'avais pas les réponses à ma question, qui je suis réellement. Et ça c'est grâce à Internet. C'est grâce à Internet vraiment que j'ai enfin découvert, parce que voilà, avant il n'y avait pas de réponse et pourtant Dieu sait, je suis petite fille de libraire, donc j'avais vraiment des centaines de livres possibles, mais il n'y en avait aucun qui traitait de cette question-là. Et ensuite, voilà pourquoi j'ai attendu longtemps, parce que d'abord je ne savais pas, alors que maintenant c'est beaucoup plus, heureusement, et grâce notamment à votre émission, on en parle justement. Et pour en venir justement aux plus jeunes, moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, mais je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est ça qui fait souvent le plus souffrir. Et quand vous en parliez tout à l'heure, on est quand même la population, je crois qu'il y a 10 fois plus de risques de suicide, 4 fois plus de dépression que la population classique. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, par exemple, dernièrement, alors je crois que c'était dans la région de Toulouse, si je me souviens bien, c'est cette jeune étudiante qui s'est suicidée parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à être reconnue, notamment par l'administration. Et ça m'a vraiment marqué, touché. Enfin, j'ai trouvé ça horrible qu'en 2020, on puisse encore se suicider. Bon, moi, j'ai failli y passer aussi plusieurs fois par cette phase. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même que les gens comprennent, et David, vous le comprenez très bien, qu'on est très mal dans notre corps, on est très mal dans notre peau. Et c'est en effet, on n'est pas des phénomènes de foire ni quoi que ce soit. On l'a pas choisi. Moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est que c'est pas une lubie, c'est pas une mode. Parce que parfois, je lis encore sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas une mode. C'est vraiment une souffrance. Alors, je demande pas à ce qu'on me plaigne, c'est pas ça. Mais c'est une vraie souffrance intérieure qui conduit parfois, malheureusement, au suicide. On le voit assez régulièrement, mais à une énorme joie quand on est enfin soi-même. Merci beaucoup, David. David a raison. La famille, c'est quand même très important. Et on va revenir sur quelque chose qui moi, m'a vraiment, j'étais passionnée par ça, c'est cette transformation physique, finalement, la chirurgie et l'avancée de la chirurgie pour se transformer physiquement. Soyons clairs, vous êtes passé d'un sexe d'homme à un sexe de femme. Et vous dites d'ailleurs, vous expliquez tout. Vous dites, je mets ma main la première fois entre mes jambes et je sens quelque chose que je n'avais jamais senti. En fait, oui, c'était une telle attente. Et franchement, moi, je rendrais jamais autant hommage à ma chirurgienne, la docteure Christofari, qui était merveilleuse, parce que voilà, grâce à elle, comme j'ai dit, vous êtes une fée. Et on le sent dans le livre. Grâce à elle, je suis vraiment devenue femme, réellement. Et en effet, j'ai voulu vérifier mes informations, voilà, journaliste. Dans la salle de réveil, j'ai mis la main entre les jambes. Bon, ça dit, j'ai pas senti grand-chose, parce qu'en fait, il y avait tellement de compresses qu'on sent pas grand-chose. Bon, puis il y avait aussi, c'est quand même assez douloureux, il faut bien le reconnaître. Mais vous voyez, ce qui est quand même assez extraordinaire avec le miracle de la santé, c'est qu'en fait, avec un sexe masculin, en fait, c'est mon sexe masculin qui est devenu mon sexe féminin, puisque, sans rentrer dans les détails, c'est quand même le pénis qui sert à faire le vagin. Et voilà, donc, mais c'est vrai que c'est merveilleux. Puis, là, on bascule vraiment. On bascule vraiment, à tel point que quand les infirmières m'ont retiré quelques jours plus tard les compresses, et que je me suis vu dans la salle de bain de ma chambre d'hôpital, quand j'ai vu mon corps de femme, avec pas mal de bleus et d'hématomes, évidemment. Vous dites que vous avez pleuré d'ailleurs. J'ai pleuré, je suis tombé dans les pommes. C'est ça. Et alors, on va terminer, effectivement. Est-ce que vous avez maintenant une préférence, une orientation sexuelle qui a changé ou pas, justement? Alors là, c'est la question. C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. Je suis incapable de répondre. J'avoue que j'aime toujours autant ma femme. Vous êtes toujours ensemble. On est toujours ensemble. Comme elle dit, comme je dis, c'est vrai qu'on forme un couple atypique. C'est maintenant vraiment la tendresse qui nous anime l'une vers l'autre. Mais on n'est pas un couple de lesbiennes, puisqu'elle ne l'est pas.
Moi, j'avoue que je ne sais pas quoi répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment important finalement? Bon, moi, je pense pas. Moi, je pense qu'encore une fois, le principal, c'est de s'assumer, c'est d'être heureuse. Et là, franchement, dans notre couple, même si je reconnais qu'il y a des passages très compliqués pour ma femme, je pense qu'on est vraiment heureuse de vivre ensemble avec nos enfants, nos petits-enfants. Franchement, le principal, encore une fois, c'est d'être soi-même. En tout cas, on vous souhaite tous les bonheurs du monde. Oui, merci. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir accueilli. Béatrice Denas, ce corps n'était pas le mien, aux éditions First. C'est touchant. Et puis, en plus, c'est bien raconté parce qu'il y a des retours dans le passé. On est dans le présent sur l'opération. Et voilà, ça se lit du coup comme un roman. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Dédé Berkoff sur le pont, évidemment. Brigitte Lahaye cet après-midi pour toutes les questions aussi d'orientation, justement, sexuelle et bien au-delà.